concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débrief du Mondial 2026 du FC Copain. Alors, ce soir, je suis solo, mais ça va être quasiment un des derniers débriefs que je vais faire solo. Maintenant, à partir de demain, on va revenir sur un système. On va être très souvent accompagné d'un copain sur la chaîne pour pouvoir faire les débats. Donc là, ce soir, c'est moi qui m'en occupe solo. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, les copains. Il y a pas mal de choses à dire parce que ce fameux France-Sénégal, moi, je trouve qu'il est riche d'enseignements. Alors, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. On a besoin de ça. C'est ce qui fait vivre le débat et c'est ce qui peut rendre aussi plus pertinent les interventions. Et puis, si vous arrivez sur la chaîne, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Du contenu foot, on en fait tous les jours. On est présent, encore plus pendant la Coupe du Monde, pour parler de tous les footballs. Donc là, vous vous en doutez, quelques dizaines de minutes après le France-Sénégal et pendant ce fameux Irak-Norvège que je rattraperai un peu plus tard, on va un peu débriefer les copains. On va un peu débriefer et on va se poser la question ce soir. Est-ce que les Bleus ont vraiment réussi leur entrée face au Sénégal? Ça peut paraître un peu provoque, sachant qu'il y a eu 3-1 pour l'équipe de France, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je sais que sur la chaîne, ces deux équipes-là, ça vous passionne un peu et ça vous intéresse d'en parler. Donc, évidemment, logiquement, on va se faire un bon petit débrief. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer direct dans le vif du sujet. Vous avez l'habitude. On va parler tout de suite des compos. Et donc, les compos, ce que ça nous donne, on a, alors, d'un côté, il manque des joueurs. Oh là là, il me manque des joueurs, les copains. Waouh, le visuel est pas complet. Alors, on va déjà peut-être un peu plus regarder côté équipe de France. Ouais, non, le visuel est pas bon du tout. Attendez. On a un petit souci parce que là, je veux bien moi faire un débrief, mais il faut qu'on ait les bonnes stats. Alors, attendez, on va repasser là-dessus. Attendez. Hop, les bonnes stats, les bonnes compos. Faire ça un peu à l'ancienne, mais ça sera le mieux. Une seconde. Voilà. Elle n'est pas extraordinaire, mais au moins, on arrive un peu plus à s'y retrouver parce que l'autre était incomplète. Voilà. Alors, la compo, c'est simple. Côté français, on part avec Mike Maignan dans les buts. Défense à 4, donc pas trop de surprise. C'est Saliba qui prend la place à côté de d'Upamecano, donc pas de Konaté et assez logiquement on demande à Saliba de serrer les dents. Théo Hernandez à gauche, on aura l'occasion d'en reparler, mais pas dingo. Jules Koundé à droite et puis double pivot Tchouaméni, Rabiot, ligne de 3 Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, et devant Kylian Mbappé.
Et du côté sénégalais, on est sur la même, on va dire le miroir un peu, même si il est peut-être moins offensif, mais c'est le même schéma tactique. Et ce schéma tactique, les copains, c'est un 4-2-3-1 avec Crépin Diatta et El Hadji Malick Diouf sur le côté gauche et sur le côté droit pour Crépin Diatta. Charnière centrale, Koulibaly, Niakhaté, voilà, double pivot avec les deux Gueye, Pape et Ghana. Et enfin, ligne de 3, Ismaïla Sarr, Lamine Camara qui est mis dans la ligne de 3, même si c'est plutôt un milieu supplémentaire, mais bon, on va le mettre là, à ce poste-là. Et côté gauche, Sadio Mané, et enfin en pointe, Nicolas Jackson. Donc quand moi je vois la compo, je me dis, assez logiquement peut-être, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi je me dis qu'on va partir sur un match très physique, qui va avoir du mal à se décanter, et ça va être compliqué de pouvoir avoir on va dire une équipe qui prend le dessus sur l'autre. Et si on regarde bien, c'est globalement cette physionomie qu'on a pendant la première mi-temps, mais avec une nuance près, c'est que pour moi, c'est le Sénégal qui fait la meilleure période, la meilleure première période. Il y a plus de jeux, il y a plus, je trouve, de solidité défensive. On sent que, voilà, défensivement, ça c'est serein. Que ça soit le travail des deux Gueye au milieu de terrain ou même le travail dans l'ensemble de la défense sénégalaise, c'est plus cohérent. Et puis offensivement, les Sénégalais font plus de différence. Alors après, on va en parler. Il y a des occasions vraiment importantes qui sont à noter. Il y a Jackson qui touche les montants. Et puis il y a cette occasion. Alors, moi, je vous le dis, j'ai Mao du Sénégal là ce soir. Bien qu'étant français, mais je suis pas fan de l'équipe de France, donc j'aime beaucoup l'équipe du Sénégal. Donc c'est pour ça que pour ce petit débrief, il y a le maillot du Sénégal. Mais pour moi, j'avoue, j'ai du mal à comprendre ce que loupe Ismaïla Sarr en fin de première mi-temps, parce qu'il peut changer complètement le match juste avant la pause. Alors je dis pas que il a forcément bouffé la feuille, parce qu'après il y a encore plus de 45 minutes, mais cette action, les copains, c'est pas, voilà, Ismaïla Sarr, on en a parlé avant le mondial, on se posait la question de savoir s'il allait peut-être sur la dynamique qu'il avait pu afficher à Crystal Palace et pendant la fin de saison, être en capacité de tirer un peu peut-être le Sénégal vers le haut. Et là, sur celle-là, je suis un peu méchant et peut-être un peu dur, mais il la tire vers le bas. Parce que il n'y a pas cet avantage-là qui est pris. Et derrière, on va avoir une deuxième mi-temps radicalement différente. Et si on est vraiment juste sur la première mi-temps des Bleus, alors là, les gars, il y a de quoi vraiment parler. Maintenant, un match 90 minutes, on va avoir l'occasion de parler tout de suite après de la deuxième, mais la première mi-temps, elle est pas bonne du tout. La première mi-temps, offensivement, c'est pas loin d'être le néant. Il y a aucune fois où les joueurs arrivent à véritablement se trouver et à aligner, on va dire, 3-4 passes dans les 30 mètres adverses. C'est saccadé, le jeu est pas bon, en fait, tout simplement. Le jeu offensif est pas bon, est pas léger. Et Mbappé n'arrive à faire aucune différence, on n'arrive pas à le trouver non plus. Et sur cette première mi-temps, oui, clairement, c'est le Sénégal qui est au-dessus, vraiment, et sans conteste, hein. Vraiment, il n'y a pas un gros écart. J'ai pas les stats exactes en première mi-temps, mais en première mi-temps, vraiment, le Sénégal est au-dessus. Alors, ça sera peut-être une des réponses que va nous donner Papio en conférence de presse d'après-match. Est-ce que cette équipe-là, on est en train de perdre. J'ai l'impression que c'est revenu, les copains. Oui, c'est revenu. On est revenu. Désolé pour cette petite interruption. Donc on en était. Je crois qu'on en était sur la première mi-temps. Oui, voilà. On était globalement sur la première mi-temps des Bleus. Et la première mi-temps des Bleus, moi je vous le dis, vraiment, elle est très poussive. Et cette première mi-temps-là, voilà, on ne saura pas si c'est juste le plan de jeu de Deschamps qui était trop restrictif et le Sénégal qui était en capacité de pouvoir reprendre le contrôle du match. Mais on a bien vu que très vite, en deuxième mi-temps, les dynamiques se sont inversées. On a vu un pressing bleu beaucoup plus important. Moi, de ma télé, je vous dis honnêtement, j'ai la sensation qu'Olise,
se recentre et que alors il reste peut-être factuellement sur le côté gauche, mais il se recentre beaucoup plus dans ses prises de balles et dans sa manière d'évoluer sur le terrain. Et là, on va parler des individualités, on va parler des joueurs majeurs, on va parler de tout ça. Mais pour moi, le joueur majeur dans ce match-là, celui qui est le détonateur, on va dire, de la bonne dynamique française de la deuxième mi-temps, c'est Olise. C'est Olise. Bien sûr que Mbappé, on va en parler, il a marqué ses 2 buts et que on va intégrer fortement que il a été décisif et capital dans la victoire de son équipe et à plusieurs reprises. Maintenant, pour moi, ma sensibilité foot fait que le match d'Olise, la deuxième mi-temps d'Olise surtout, c'est ce que j'aime voir dans le foot, un gars disponible, capable de faire des différences dans la passe. Bon, alors il lui a manqué peut-être juste le côté technique, le côté décisif par le but, mais bon, si vous n'avez pas vu le premier but de Mbappé, bon, les copains, vraiment là, entre la passe et faut le dire, l'appel d'Mbappé et la finition d'Mbappé, bon, je sais que ce débat-là, il anime et il animera toujours, malgré ses 2 buts et malgré tout ça, le dossier Mbappé, il animera toujours les discussions. Voilà. Moi, perso, j'ai bien compris que quoi qu'il arrive, qu'il marque ou qu'il marque pas, on parlera de lui et ça posera et ça fera débat. Ok. Sa première mi-temps, je l'ai dit, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Il arrive très peu à faire de différence. La fameuse Axel, je dis pas qu'il l'a pas, mais l'Axel est quand même moins franche que ce qu'on a pu connaître de Kylian Mbappé dans les dernières années. Et devant le but, oui, il manque de réalisme et il a pas les bons gestes. Et ça pendant quasiment 60 minutes, quasiment. Maintenant, il va falloir être clair, les copains. Dans le football, moi, on m'a appris que ce qui est important, c'est le gars qui arrive à te marquer les buts, parce que évidemment, c'est lui qui te fait basculer les rencontres. Donc, je vais pas juste me baser avec Mbappé, il a marqué. Donc, comme Mbappé, il a marqué, c'est lui forcément le meilleur joueur de la rencontre et ainsi de suite. Maintenant, forcément, quand on va se poser la question de l'homme du match, bah oui, ça va se poser parce que c'est 2 buts que le bonhomme y marque. On peut même assez logiquement, tiens, parlons-en 2 minutes, dire que la rencontre aurait déjà pu basculer quelques minutes avant parce que franchement, le tacle de El Hadji Malick Diouf sur Mbappé à l'entrée de la surface, les gars, les tacles, non, pas des El Hadji Malick Diouf, de Sadio Mané, pardon. C'est penalty. Pour moi, c'est penalty. J'ai pas encore compris comment l'arbitre, à ce moment-là, ne siffle pas péno. Et ensuite, on peut juste voir dans on va dire la gestion justement de ce penalty pas accordé. Les Bleus ont continué d'attaquer. Et Mbappé, c'est le meilleur exemple, c'est que c'est quelques minutes après. Et bien sûr qu'il y a la passe de Olise. Mais regardez l'action dès le départ, c'est lui aussi qui amène cette passe. Parce que il fait l'appel qui va déclencher cette passe. Et on le sait à chaque fois, la passe, l'appel, le receveur, tout ça. Le receveur et le passeur, il faut qu'il y ait connexion. Et là, il y a vraiment connexion. Et juste résumé à Olise sort une passe, invente une espèce de passe qui amène le but. Non, parce que il y a l'appel de Mbappé qui sent le truc. Et derrière, désolé, mais ça, c'est la finition d'un vrai attaquant. C'est un vrai attaquant. Et je suis le premier à dire que Mbappé n'est pas un pur neuf et que c'est une vraie question. Là, sur cette action-là typique, on peut me dire ce qu'on veut et je suis le premier là
faire mon mea culpa, ça, c'est un vrai geste de numéro 9. De faire cet appel-là dans l'espace et derrière avoir cette finition clinique devant le gardien, on peut dire ce qu'on veut, mais ça, c'est un geste vraiment de numéro 9. Ça, c'est pas un geste que d'attaquant, c'est un geste de numéro 9. Donc, bien sûr que ça, c'est à mettre au crédit au crédit des Bleus et de Mbappé. Bien sûr, je le dis, Olise, il est très très important dans cette deuxième période parce que pour moi, c'est lui aussi qui symbolise ça. Alors, j'ai moins aimé, je trouve. Alors peut-être qu'il faudrait que je revoie le match, je le concède peut-être, mais j'ai moins aimé je trouve un peu plus neutre le match de Dembélé, je l'ai moins vu. À contrario, j'ai plus vu un Doué et j'ai trouvé que Doué était plus percutant, plus incisif. Il a pas tout réussi, mais je l'ai plus vu. Ousmane, je l'ai beaucoup moins vu et peut-être aussi parce que ce fameux schéma à 4, enfin si à 4 offensifs parce que Doué, Dembélé, Olise et Mbappé, ça reste un schéma à 4 offensifs. Et ce schéma à 4 offensifs, je dis pas qu'il n'est pas bon, je dis pas, mais ça se sent qu'il n'est pas travaillé. Et cette première mi-temps, je paraphrase une discussion qu'on a eue sur notre groupe du FC Copain, où on se posait la question, c'était Fab qui posait la question, est-ce que les joueurs de l'équipe de France se connaissent quand on voit le premier se connaissaient avant-hier? Parce que quand on voit la première mi-temps, il n'y a aucun automatisme. On ressent pas une équipe qui joue avec conviction dans son jeu, surtout offensif. Maintenant, la question elle est là. Est-ce que c'est vraiment réussi est-ce que tu réussis vraiment ton entrée après ce match-là? Est-ce qu'on s'arrête juste basiquement sur le score? Et le score, il est pas sans appel, mais le score, il est de 2 buts d'écart. Donc c'est pas rien. Et je le dis en plus, l'équipe de France peut avoir un penalty plus tôt. Donc le score peut être encore peut-être plus lourd, même si de l'autre, on a vu Mike Maignan qui s'en sort très très bien sur une des dernières occasions. Il y a eu la barre qui a été touchée. Enfin, bon, il y a des trucs, mais le résultat, il est là. C'est 2 buts d'écart. Et ces 2 buts d'écart, permettez-moi de vous dire que Deschamps, il va rien changer. Il va rien changer. Moi, j'avais tendance à dire, et pour être très honnête, pendant le match, que tant que l'équipe de France était encore à 0-0, il pouvait peut-être basculer par un 4-3-3 qui lui donne plus de maîtrise et peut-être plus d'automatisme avec juste un trio offensif. Maintenant, il a gagné à la fin 3-1. Deschamps est un pragmatique, il changera pas. Là, clairement. Et d'un autre côté, est-ce qu'on a envie forcément de changer une équipe qui vient de gagner 3-1 contre le finaliste, désolé amis sénégalais, mais juste le finaliste de la dernière CAN? Pas sûr. Ce qu'on demandait à cette équipe de France-là, c'était de sortir du piège. Quand on voit la première mi-temps, on peut se dire que, attention, ça va être compliqué. Parce que maintenant qu'on a parlé un petit peu du match, parlons aussi un petit peu des stats. Et sur les stats, bien sûr que l'équipe de France va finir par avoir les meilleures occasions et va vraiment beaucoup plus dominer cette deuxième mi-temps. Par contre, il ne faudra pas oublier cette première. Et cette première mi-temps-là, désolé, mais elle est obligatoire dans l'évaluation. On peut pas l'enlever en fait. Donc comme on peut pas l'enlever, savoir si les Bleus ont véritablement réussi leur rentrée après ce match-là et en ayant vu l'intégralité de la rencontre, bah oui, désolé, la question mérite d'être posée. La question mérite d'être véritablement posée. Et si on élargit encore plus, est-ce que le score est bien payé? On pourrait se dire que oui, parce que sur certains faits de jeu, mais de l'autre, je l'ai dit, il peut y avoir ce penalty qui peut encore plus accélérer l'avantage de l'équipe de France. Et puis il y a un dernier point, les copains, c'est que dans cette victoire-là, je peux te dire que c'est aussi une victoire de Deschamps parce qu'il a son 11, mais on voit bien ce que peut apporter le banc. Et le deuxième but,
bah oui, t'as Barcola dans l'équipe. Et Barcola, dans ces moments-là, évidemment, mon copain, ça va être compliqué d'arriver à te dire que tu vas y arriver si tu as des joueurs qui commencent à être fatigués. Là, l'équipe de France, elle a, comment dire, les armes pour te faire mal tout le temps. Sur le banc, et ça va valider aussi le plan de Deschamps. C'est-à-dire que, ok, peut-être que je ferai pas la différence sur 60 ou 65 minutes. Maintenant, mes remplaçants vont aussi valider ça. Donc, pour moi, là, ce match-là a validé définitivement tous ceux qui se posent la question encore de se dire, mais peut-être qu'il faudrait changer. Là, c'est terminé. Dites-vous bien que là, c'est entériné de la part de Deschamps. Le système en 4, 2, 3, 1, avec les joueurs qui l'animent, hormis suspension ou blessure grave, il le jouera comme ça. Après, pour la défense, peut-être que ça peut changer. Peut-être que pour le trio offensif, il peut y avoir, à un moment donné, un changement. Peut-être que Barcola à la place de Doué, peut-être Cherki à la place de Dembélé. Par contre, dites-vous bien que, hormis match cacahuète, Mbappé jouera en pointe, Olysée jouera à droite ou dans l'axe réaxera, et ça ne changera pas. Et au milieu du terrain, parce qu'on est obligé d'en parler, bien sûr que dans l'ensemble, le match est solide. Est-ce que c'est très étonnant avec Deschamps? Non. Mais c'est solide. Tchouaméni, Rabiot, tu peux globalement aller loin dans une compétition avec ce type de milieu-là. Cerise sur le gâteau, tu vois la passe décisive d'un Adrien Rabiot pour Barcola après le travail qu'il fait. Ça valide les choix. Donc, pour moi, ce soir, on a définitivement entériné les choix de Deschamps. Donc, je vous le dis, on fera plus de débat. En tout cas, sur la chaîne, on fera plus de débat sur la chaîne, avec est-ce que Deschamps doit changer technique? Parce que peut-être qu'on peut avoir cette question-là philosophique ensemble. Les copains, qu'est-ce qu'on voit? On voit plus cette tactique-là ou machin. Mais par contre, aucun monde, encore une fois, où il va changer son fusil d'épaule. Il ne changera pas. Donc, dans l'esprit, les Bleus ont réussi leur entrée face au Sénégal. Pour Deschamps, c'est oui, oui, oui et oui. Si on est un peu extérieur et qu'on apporte un peu de nuance, vraiment réussi, on peut mettre une nuance sur le vraiment. Ils ont plus ou moins réussi leur entrée avec le score à l'arrivée. Et derrière, on a cette victoire 3-1 qui crédibilise, pareil, ce travail de Deschamps, cette approche-là. Maintenant, factuellement, après ce match-là, en ce moment, il y a le Irak-Norvège. Jetez un petit coup d'œil, si vous avez l'occasion de marquer un petit commentaire pour me donner le score. Mais bon, vous n'êtes pas obligé. J'ai l'impression que vous êtes juste bien focalisé sur ma voix. Je suis peut-être en train de vous endormir, les copains. Mais Irak-Norvège, voilà, toujours 0-0. Et ça n'a pas l'air d'être un gros match que je regarde les stats, 0-12 à 0-20. Bon, on est sur un match plutôt calme. Donc on va pouvoir continuer, je pense, jusqu'à la mi-temps sur ce petit débrief. Qu'est-ce qu'on pense après de la suite de la compétition? Parce que l'équipe de France, elle est en capacité derrière de boucler le travail avec le match contre l'Irak dans 6 jours. Et là, tu finis avec 6 points. Bon, t'es tranquille, c'est bon. Deschamps, il maîtrise comme en 2018. On est qualifié après 2 matchs. Et après ça, on peut faire tourner. On aborde la compétition différemment. Et en plus, comme il y a un tour supplémentaire, ça peut permettre, dans l'optique de la récupération et des conditions météorologiques, de pouvoir avoir un groupe plus frais et moins marqué physiquement. Donc, les Bleus, là, ce soir, ils ont vraiment réussi leur entrée comptablement. Alors, tout dépend en plus du résultat, mais si en plus, on se retrouve avec un Irak-Norvège, au bout de 30 minutes, toujours 0-0, si on finit avec un Irak-Norvège qui se termine par un match nul, alors là, autant vous dire que là, c'est la soirée parfaite et que oui, ils auront véritablement réussi leur entrée au global. Par la victoire, par la deuxième mi-temps et le fond de jeu, par le résultat de l'autre match. Et puis, j'ai commencé à en parler, mais il va falloir forcément s'arrêter 2 secondes
sur Monsieur Kylian Mbappé. Eh ouais, parce que je l'ai dit, il nous marque ce but sur cette passe d'Olysée qui est un vrai but d'attaquant. Voilà, c'est pas le plus beau qu'il ait marqué, loin de là, dans sa carrière, mais il est important et c'est un but d'attaquant. Par contre, les copains, le deuxième, c'est le genre de but qui te fait un peu lever de ta chaise quand même. Alors, je dis pas, hein, c'est pas une frappe extraordinaire de 35 mètres, tout ça. Maintenant, la frappe, au moment où elle est placée et dans la manière qu'il a de frapper le ballon et de vouloir la mettre à cet endroit-là, désolé les copains, c'est vraiment un but de classe. C'est vraiment un but de classe. Et ça, Mbappé, quand on regarde d'un peu plus près son match, on voit quand même de l'activité. Il nous a pas fait la carotte comme il a l'habitude de nous faire d'habitude, avec peu de courses, une zone d'activité qui se concentre un peu dans l'axe et voire un peu à gauche. Là, on a eu un gars qui s'est quand même un peu bougé sur le front de l'attaque, qui a essayé. Alors, je vois 37 touches de balle, 6 dribbles, un seul réussi. Mal de courses. Moi, je l'ai trouvé disponible dans sa manière de faire. Et dans les passes qu'il a, bon, il cherche pas non plus des passes super compliquées, mais il va sur des trucs sûrs. Maintenant, il y a des occasions qui sont loupées, parce que c'est ça aussi, hein. Et c'est un peu le symbole pour Mbappé, c'est que Mbappé, il peut avoir des matchs où il va terminer avec un doublé ou un triplé, mais si on regarde de plus près, il peut finir à 4 buts. Là, ce soir, il peut finir à 4 buts. C'est ce qui va lui encore pas lui coller à la peau, mais lui faire qu'il va le traîner un petit peu comme un boulet. C'est oui, t'es pas clinique, t'es pas tout ça. Maintenant, si on doit comparer, bien sûr que d'autres joueurs, d'autres célèbres attaquants avaient un meilleur ratio dans ce fameux truc des face à face et tout ça. Maintenant, faut le dire aussi, c'est une menace permanente pour l'adversaire. C'est une menace permanente. Donc dans ses courses, dans sa manière de faire, dans le poids de ce qui peut inspirer à l'adversaire, qu'on le veuille ou non. Et là, désolé, même les haters, je peux pas vous écouter. Comme les adorateurs, je vais pas non plus vous écouter. Je vois juste ce qu'il y a sur le terrain, c'est qu'il renvoie un sentiment, pas de peur, mais un sentiment d'inquiétude chez l'adversaire. Et l'adversaire, peu importe qui il est, tu sens que, attention, il va falloir être concentré sur Mbappé parce que ça peut te tomber à n'importe quel moment. Et ça, mine de rien, c'est encore le signe que Mbappé, il est 2026, encore décisif. Alors, performance XXL, c'est peut-être encore un peu fort de café. Maintenant, c'est 2 buts encore en Coupe du Monde. Et on la connaît tous, la stat, les copains. C'est que là, Kylian Mbappé, dans 2 buts, il est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Je dis pas que ça arrêtera le game, parce que bien évidemment, pour en avoir parlé avec pas plus tard que là tout à l'heure, avec Simon qui intervient sur la chaîne, bien sûr qu'il y a le parcours en club. Et que ce parcours en club-là, il doit aussi nuancer l'enthousiasme et ce qu'on peut dire de Mbappé en équipe de France. Mais de l'autre, faut pas oublier quand même ce qu'il fait en équipe de France. Vraiment, faut pas oublier ce qu'il est en train d'accomplir. Là, il vient en plus de passer comme le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'était un secret polichinelle. On savait très bien qu'Olivier Giroud, c'était pendant quelques temps qu'il allait avoir ce titre-là, mais que ça allait se dépasser. Donc là, officiellement, ça y est. Mais pour moi, cette fameuse stat de plus que 2 buts pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, on peut m'expliquer ce qu'on veut, mais il y en a eu plein des joueurs. Alors, bien sûr, la Coupe du Monde, c'est particulier. Il y a plein de joueurs qui ne l'ont pas gagné, qui l'ont très peu disputé et tout ça. Justement, ça rajoute ça. C'est-à-dire que c'est un mec qui aura fait, normalement, en tout cas, si on suit la tendance, en 3 Coupes du Monde, ce qu'on fait peut-être d'autres en 4 ou en 5 Coupes du Monde. Donc on n'est pas sur un exploit gigantesque. Il a pas marqué les 13 buts de Juste Fontaine en 58. Pas de problème. Par contre,
les 13 buts là qu'il a déjà marqués en 3 Coupes du Monde, et encore la 3e, il vient juste à peine de la débuter. Ouais, c'est quand même fort. C'est quand même fort, les copains. Donc ça, faut pas le sous-estimer. La puissance visuelle, elle est importante. Alors ça va rajouter au storytelling. Les médias, comme on dit un peu footix, vont se gargariser de ce but et tout ça. Je pense qu'il faut être entre les deux, pas s'en gargariser, mais par contre ne pas bouder le plaisir parce que le but est magnifique, vraiment. À mes yeux, peut-être que il y a le but de Reina avec les États-Unis ou le but suédois contre, je me rappelle plus de son nom, c'est Ayari, je crois. Ayari contre la Tunisie qui est particulièrement beau. Il y a eu des belles actions, mais là, celle-là quand même, je vais pas dire qu'elle fait taire parce on continuera, je l'ai dit en préambule de ce débat, on continuera tout le temps à parler de Kylian Mbappé. Ça s'arrêtera jamais. Donc, c'est pas là-dessus. Maintenant, ne boudons pas le plaisir parce que c'est un ancien du PSG et que les supporters du PSG l'ont un peu mauvaise, parce que les supporters du Real ils l'ont un peu mauvaise. Mettons de côté un petit peu tout ce qu'on connaît de Mbappé en club et constatons juste qu'en équipe de France, le gars répond quand même très souvent, pas tout le temps, parce qu'il y a eu l'Euro 2021 et l'Euro 2024 où à dire véritablement Kylian Mbappé et séduit les foules, mais ce qu'il fait en Coupe du Monde, en tout cas là, avec ce match-là encore, j'ai envie de dire que ça rajoute à sa légende. Voilà. Je dis pas que c'est encore la plus grande légende, mais ça rajoute à sa légende. Et oui, dans deux buts, il peut devenir le meilleur buteur d'histoire de la Coupe du Monde. Donc ça, pour moi, c'est quand même pas rien. Bon, si on doit déterminer la note, vous n'êtes pas très actif, hein, je vois pourtant il y a du monde depuis tout à l'heure, hein, vous êtes présents, mais vous n'êtes pas très actif. Si on devait partir sur une note sur ce match, moi je vous le dis, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. J'ai trouvé la dramaturgie intéressante, parce que pour moi c'est toujours très très important ce paramètre-là quand on évalue la note du match. Donc la dramaturgie, elle est intéressante. Il y a des histoires à raconter, il y a des temps forts et des temps faibles pour les deux équipes. Il y a des momentum de match où ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Moi, j'ai tendance à vous dire 7,5. Moi, j'ai tendance à vous dire 7,5 comme note pour le match. Voilà, dites-moi en commentaire ou par la suite quand vous verrez cette vidéo, si vous aussi vous partez sur un 7,5. Mais ouais, pour moi, il y a eu plein de choses. Il y a des buts, du suspense, des retournements, pas de situation, mais si on bascule un peu d'émotion à l'autre, pas très très longtemps. Le niveau technique est plus ou moins bon, je trouve, par rapport à certains matchs plus poussifs. Donc moi, je partirais sur un 7,5 sur 10, les copains. Voilà, j'irai là-dessus. Bon, voilà les copains, je vais m'arrêter parce que j'ai bien envie d'aller voir le fameux Irak-Norvège et voir un peu ce que réservent ces deux adversaires pour nos deux autres équipes du soir, France et Sénégal. Pour vous dire aussi que ces dernières 48 heures, ça a été un peu compliqué pour organiser les débats. 2-3 complications, des trucs un peu d'ordre perso, mais on va vite revenir avec un fonctionnement normal à partir de demain. À partir de demain, on va revenir avec notre fameuse quotidienne et les débriefs à la fin de chaque match et avec des copains. Donc, ça sera toujours plus intéressant de faire les débats à plusieurs. Et puis, toujours besoin de vous, les copains. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, parler de nous, parler du FC Copain. On continue de grandir. On devient de plus en plus important. Non, bon, je déconne, mais on est toujours là. Donc, merci à vous d'avoir suivi. Pour ceux qui ont découvert la chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça aussi. Ça nous donne de la force, vraiment. Et puis, je pense qu'il y a un tout petit Argentine-Algérie de 3h du matin. Et ça, je peux vous dire d'ores et déjà qu'on va faire le débrief ce soir à la fin du match. Donc, clairement, on se retrouve vers les coups de 5h du matin sur la chaîne pour ceux qui seront les plus motivés. On se fait ce débrief de Argentine-Algérie
qui, moi, je vous le dis, fait partie des affiches qui me hype le plus. Donc, merci à tous. Le live va être dispo dans quelques minutes en replay, va être aussi disponible en podcast dans quelques dizaines de minutes. Et puis, comme d'habitude, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao.